Petite question, saviez-vous que la principale cause d'assassinat durant la période Edo était en fait due à la discorde de deux amants masculins? Allez, c'est parti pour parler d'homosexualité chez les samouraïs. Bon, globalement, vous savez tous qui sont les samouraïs. Des guerriers puissants au Japon qui se battaient notamment avec des katanas, mais pas que, avec toutes sortes d'armes en fait, contrairement à ce que pourrait nous faire croire le cinéma et les jeux vidéo. Ils avaient un code de l'honneur très strict et faisaient partie de la classe dominante du Japon pendant très longtemps. Il y a une sorte de mythe sacré autour de ces guerriers et des samouraïs au Japon. C'est une période de l'histoire qui est très appréciée, mais pas que des Japonais, aussi du cinéma, du jeu vidéo, des Européens. C'est vraiment une partie de l'histoire que nous apprécions tous. Sauf qu'une grosse partie de l'histoire est en fait cachée parce que ça fait pas forcément très plaisir au gouvernement japonais. Je suis tombée par hasard sur un article qui parlait de l'homosexualité chez les samouraïs. Et je me suis dit que ça ferait pas de mal de détruire un petit peu ces fameux mythes sur ces combattants. Afin de comprendre tout ça et de où est partie l'homosexualité chez les samouraïs, il convient de revenir à la création du monde. Création du monde, j'entends celle dans les religions, vous vous en doutez. Dans le shintoïsme, le monde est créé à la suite d'une relation sexuelle entre Izanagi et Izanami. Les rapports charnels sont donc évoqués très rapidement dans cette religion, contrairement aux autres, et sont même quelque chose d'assez positif. Cependant, les rapports entre hommes et femmes étaient considérés comme quelque chose de souillant, ce qui impliquait que les fidèles devaient se purifier avant de rentrer dans les zones de prière. Cependant, les relations uniquement entre hommes ne nécessitaient pas forcément de purification, puisqu'on considérait que la femme était plus souillante que l'homme. On part sur un bon délire quand même. Et selon le shintoïsme, tout amour sexuel est un bien inconditionnel. Ça donne le ton pour la suite de la vidéo quand même. Le bouddhisme, lui, arrive au 7e siècle, soit près de 1000 ans après le shintoïsme. Et dans le bouddhisme, on n'a pas exactement la même considération des relations sexuelles. Selon le bouddhisme, les relations charnelles sont liées au désir, et le désir est quelque chose que les fidèles doivent surmonter afin d'atteindre ce qu'on appelle l'illumination. L'illumination, en fait, globalement, permet d'échapper au cycle continuel de la mort, donc c'est vraiment quelque chose qui est recherché dans le bouddhisme. D'ailleurs, les moines étaient censés faire vœu de célibat, ce qui englobait évidemment les relations hétéro et homosexuelles pour le coup. Cependant, il y a du pire et du moins pire. C'est-à-dire que le bouddhisme, à l'époque, avait tendance à considérer la femme souillante par nature. Ainsi, un rapport avec une femme était considéré comme la pire infraction, alors qu'un rapport avec un homme était considéré comme une simple perte de contrôle. Certains textes dans le bouddhisme, en fait, parlent d'homosexualité et disent clairement que c'est quelque chose de mal, mais ce n'est pas puni au même titre qu'un rapport avec une femme qui là pour le coup est puni de façon beaucoup plus sévère que le rapport avec un homme. Oh là là, cette horrible sensation que l'homosexualité est tolérée à cause d'un putain de dénigrement de la femme. Tristesse. Au fur et à mesure du développement du bouddhisme, certains écrits considéraient que la perte de soi durant des rapports sexuels pouvait permettre un éveil de soi-même et donc potentiellement atteindre l'illumination recherchée par les bouddhistes. Donc là en fait on passe carrément à une religion qui considère que les rapports sexuels sont bons en eux-mêmes puisque peuvent permettre l'illumination recherchée et cela sans même rechercher le fameux besoin de procréation. Et vous vous doutez bien qu'une religion qui ne cherche pas à ce que ses fidèles procréent en a absolument rien à faire de quel type de relation tu entretiens. Au fil du développement de cette pensée, les rapports homosexuels ont commencé à se développer et à être acceptés par la majorité. Et là, je ne parle plus que des moines qui le pratiquent depuis longtemps, mais aussi des populations qui commençaient à suivre l'exemple, bien entendu. La culture gay était à l'époque donc intimement liée au bouddhisme. On pense que c'est notamment dû à l'isolation forcément des monastères, mais aussi à l'influence de la Chine, qui à l'époque pratiquait cela également. Les samouraïs avaient un code d'honneur très strict et se devaient de respecter les valeurs du bouddhisme. Ainsi, les fils de la classe samouraï étaient envoyés dans les monastères afin d'y recevoir une éducation complète. Et c'est sur place qu'ils commençaient à avoir des rapports avec des moines plus âgés. Les relations amoureuses entre les hommes et les garçons sont devenues normales, voire même essentielles. Et oui, là pour le coup, on ne parle plus de simple homosexualité, mais bien de pédérastie. Comme quoi les blagues sur les prêtres catholiques, c'est pas les seuls, Quelle tristesse. Bon, en vérité, à l'époque, c'était tout à fait normal que les adolescents aient ce genre de rapport avec les adultes.
La pédérastie était à l'époque un moyen noble pour les classes importantes d'éduquer les adolescents afin qu'ils deviennent des hommes virils. Pratique qui n'était pas exclusive au Japon puisque les Grecs faisaient de même pendant l'Antiquité. Si on continue sur notre chronologie, au XVIIe siècle, les samouraïs étaient souvent en guerre et partaient pendant de longues périodes. Pendant leur voyage, ils étaient entourés essentiellement d'hommes. Bien que les combattantes existaient, elles restaient néanmoins beaucoup plus rares. Cela a évidemment contribué encore une fois à encourager les rapports homosexuels. Ensuite vient l'époque Edo où, même si le pays était en paix, les samouraïs devaient souvent quitter leur village afin de gouverner certains châteaux et d'empêcher les rébellions du peuple. À cette époque, Edo, qui était anciennement Tokyo, était rempli d'hommes, et là une fois encore, ça a engendré la culture gay. On parlait même d'Edo comme étant une ville de célibataires, qui est finalement un euphémisme pour dire que l'homosexualité était florissante. Bon, les drapeaux LGBT ne flottaient pas dans le ciel, mais vous voyez l'idée. Au fur et à mesure que les samouraïs étendaient leur influence, l'homosexualité sortait des monastères afin de s'étendre dans les villes et de devenir une pratique courante au Japon. On peut notamment évoquer le wakashudo qu'on pourrait traduire littéralement par la voix des adolescents. En fait, la pratique était très simple. On envoyait des jeunes garçons chez des hommes plus âgés afin de leur apprendre notamment les arts martiaux mais aussi les différentes compétences de la vie. Si et seulement si le jeune garçon était d'accord, alors il devenait l'amant de l'homme. C'était une relation qui était officielle, exclusive et qui était entretenue jusqu'à ce que le jeune garçon atteignait l'âge adulte. Une fois adultes, les deux parties étaient à nouveau libres et pouvaient donc trouver d'autres amants ou se marier par exemple. Et leur relation se transformait en une puissante amitié qui normalement était entretenue à vie. Ce qui est assez fou, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucune comparaison entre les relations hétérosexuelles et homosexuelles. Pour les relations amoureuses, en général, les hommes préféraient les femmes. Mais pour ce qui est de l'apprentissage et des relations charnelles, les relations homosexuelles semblaient bien meilleures. Et de toute manière, à l'époque, les relations homosexuelles étaient une sorte de passage obligatoire. Alors la question ne se posait même pas. Il n'y avait alors aucun problème d'aimer un seul type de relation ou bien de pratiquer les deux. En 1700, le wakashudo était normalement pratiqué uniquement par les hautes classes de la société. Cependant, beaucoup de personnes qui n'appartenaient pas à la classe samouraï ont commencé à pratiquer le wakashudo et à reproduire le comportement des samouraïs. En psychologie, il s'avère que c'est très naturel de reproduire le comportement d'un groupe auquel on aimerait appartenir. C'est pour cela que l'homosexualité s'est énormément répandue par la suite. Ce comportement était donc reproduit, mais uniquement lorsque cela était possible, puisque pour rappel, il y avait une relation maître-apprenti. Donc généralement, ça devenait accessible uniquement pour les artisans et les marchands qui pouvaient avoir des apprentis ou des serviteurs. Par la suite, le reste de la population a également voulu pratiquer l'homosexualité, puisque pour rappel, c'était quelque chose qui semblait permettre aux hommes de devenir bien plus virils. Alors le reste de la population a commencé à payer pour avoir des services de l'homosexualité. Et c'est notamment comme ça que les prostitués masculins ont commencé à fleurir au Japon. Dans le même temps, le pays était en paix depuis un petit moment et ne voyait plus l'intérêt de former des samouraïs. Cela coûtait de l'argent et ce n'était pas utile. La classe moyenne s'agrandissait et s'enrichissait au même titre que les samouraïs devenaient de plus en plus pauvres et de moins en moins nombreux. Avoir un enfant ou prendre un apprenti devenait de plus en plus cher. Il devenait donc plus facile de payer ce qu'il voulait, dans les quartiers rouges notamment, plutôt que de prendre un apprenti et de le former. C'est juste avant 1750 que nous atteignons l'âge d'or de l'homosexualité au Japon. Des auteurs écrivent des ouvrages complets sur les relations entretenues entre des moines et des samouraïs ou encore sur des acteurs de kaburi. Et c'est notamment à cette époque que la principale cause de vengeance et d'assassinat était due à la discorde entre deux amants. Mais après le pic de popularité de l'homosexualité au Japon dans les années 1700-1750, il va connaître un déclin phénoménal. Le gouvernement de l'époque décide de mettre en place des mesures de répression afin de faire décliner le nombre de prostituées masculins. Dans le même temps, de plus en plus de femmes arrivent dans les villes et commencent à quitter les campagnes. Les rapports sexuels avec les femmes n'étaient plus considérés comme souillants et étaient considérés au même titre que ceux entre les hommes. Ainsi, l'homosexualité a commencé à décliner. Puis arrive 1859.
Le Japon ouvre ses portes aux étrangers. Et là, c'est la catastrophe, si je puis dire. Le changement est totalement radical. L'influence de l'Occident sur le Japon fait alors passer l'homosexualité comme quelque chose de libre à quelque chose de radicalement interdit, avec une condamnation totale. La classe dirigeante de l'ère Meiji a décidé d'imiter l'Occident afin de développer le pays et de devenir de plus en plus moderne et égaux avec les pays occidentaux, notamment en souhaitant éviter le sort de l'Inde et de la Chine. À cette époque, l'homosexualité est devenue un crime et le gouvernement a déclaré que les relations entre deux personnes de même sexe n'étaient pas naturelles. Ainsi, l'homosexualité était désormais punie et tout comme l'Occident était considéré comme un trouble psychologique. Aujourd'hui, les droits LGBT au Japon sont encore très limités. Annoncer son homosexualité là-bas a quasiment que des désavantages. Cela peut engendrer notamment une isolation sociale et une perte de son statut. Quand on y réfléchit, un changement aussi radical dans sa culture est quand même incroyable. Et nous en Occident, on leur donne des leçons alors que c'est en grande partie notre faute si l'homosexualité a été considérée comme un crime à l'époque. C'est ce qu'on appelle le culot. Bref, j'espère que vous aurez appris des trucs dans cette vidéo, que le son est pas trop pourri parce que forcément au vu du lieu ça résonne, hein, je suis dans une cave actuellement. Tout est normal ici, vive le confinement! N'hésitez pas à me dire si vous étiez déjà au courant pour les samouraïs et quelle image vous avez d'eux désormais. Je vous laisse partager la vidéo, mettre un like et vous abonner si ça vous a plu, c'est super important et ça m'encourage à faire d'autres vidéos de ce style qui changent un peu de ce qu'on peut voir sur YouTube. Sur ce, je vous laisse et à tous tout le monde.